Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Let's Focus On, celui qui valorise des parcours et des initiatives de personnalités afro-caribéennes. Notre invité du jour est originaire du Cameroun, il est architecte de carrière, c'est comme cela qu'il se définit. Son leitmotiv, accompagner les individus dans le développement de leur carrière. Sans plus tarder, Let's Focus On, André Hott, c'est parti. André, bonjour. Bonjour Rachel. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien. Ouais. Je dis toujours, André, vous êtes en forme, toujours en forme, bien habillé. Quel est votre secret? Il faut nous le donner. Il faut juste se sentir bien et ça se ressent aussi sur la manière de se mettre et de s'habiller. Merci d'être avec nous, en tout cas, André. Merci pour Depuis le l'invitation. temps qu'on veut faire cette interview, Ouais. je précise qu'André est très très occupé, mais à force de persévérance, j'ai obtenu mon interview. André, je rappelle que vous êtes du coup architecte carrière, vous êtes originaire du Cameroun, bien représenté. Je viens de voir en plus. Ah non, on va revenir sur tout ça après. D'où vient cette passion, cette vocation à vouloir accompagner les individus dans le développement de leur carrière? Alors, je crois que ça vient de ma vie personnelle, de mon parcours de formation. Je suis ingénieur en informatique. D'accord. Et j'avais compris que je n'allais pas passer ma vie à parler aux machines. J'aimais beaucoup le contact humain, j'aime beaucoup échanger avec les gens. C'est comme ça que je me suis orienté vers tout ce qui a trait à l'humain, à l'orientation et aux carrières. Et c'est un chemin que j'ai embrassé aujourd'hui depuis pratiquement 2013. Et je suis très épanoui là-dedans, je me sens utile parce que je crois à la fin d'une journée, Oui. ce qui est réellement important, c'est de savoir connaître l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. Et aujourd'hui, on en a pas mal accompagné et les voir réussir, rentabiliser leur projet d'études, c'est quelque chose qui me donne une fierté énorme et je suis content de contribuer à ma manière à améliorer la vie des gens autour de moi. Aujourd'hui, on vous voit effectivement très présent dans les salons de recrutement, très présent auprès de la jeunesse. Sur les réseaux sociaux, vous êtes très actifs, vous apportez beaucoup de conseils à la jeunesse. Est-ce que vous intervenez principalement donc auprès de la jeunesse, des jeunes professionnels, jeunes étudiants en fin de cycle, ou alors est-ce que vous accompagnez également des personnes, on va dire, en reconversion peut-être professionnelle, des profils un peu plus matures? Alors, effectivement, merci pour la question. On a 3 cibles. On a la cible entre, je veux dire, pré-bac. Donc là, on les prépare à maturer leur projet professionnel, le projet de carrière, le projet de vie, en passant par l'orientation post-bac classique. Oui. On a la cible qui a déjà démarré un cursus universitaire. Là, la problématique qui commence à se poser, elle est celle du premier emploi. Ils ont besoin plus d'accompagnement, à savoir comment intégrer le marché de l'emploi, quels sont les outils qui peuvent leur permettre de communiquer avec le marché de l'emploi, le CV de motivation, ou bien ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on structure un business model sur le business model Canva, comment les préparer à des pitchs. Donc là, on a cette cible-là et on développe des ateliers dans cet ordre-là. Et la dernière cible, justement, c'est ceux qui travaillent déjà et qui ont une autre problématique qui est celle de la mobilité professionnelle. Peut-être parce qu'ils stagnent dans leur entreprise, ils n'arrivent pas à avoir une visibilité. On leur permet de pouvoir identifier sur la base de leur fonction métier, du secteur d'activité, quels sont les horizons qui se profilent autour d'eux. Parce que voilà, c'est pas évident de se lever le matin, d'aller au travail, rentrer. À un moment, la routine s'installe. Oui. C'est toujours bien d'avoir un gars externe qui vient vous dire voilà, il y a ça, il y a tel salon, il y a X, il y a Y. On les accompagne en faisant quoi? Un bilan de compétences pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont pu capitaliser. Ça bloque où? Est-ce qu'il faut aller renforcer une compétence? Est-ce qu'il faut une spécialisation?
On les accompagne dans ce sens. Donc, c'est vraiment les trois cibles. On ne marginalise pas une cible plus qu'une autre. Et après, effectivement, après ce bilan de compétences, il arrive qu'on se rende compte qu'il y en a qui ne sont pas dans leur voie et qui ont besoin de reconversion. Et voilà, il y a toute une démarche, une approche pour les accompagner. Le but ici n'est pas de dire saute, mais vraiment de préparer voilà, tout ce qu'il faut avant de faire le grand saut. Vous êtes plus du coup sur des accompagnements de profils basés au sein de la diaspora ou alors sur le continent? Alors beaucoup plus sur le continent, c'est depuis 2-3 ans que j'ai commencé à accompagner même ceux de la diaspora, à peut-être un retour aussi, parce que c'est une problématique qui commence à se faire ressentir, des profils qui ont voilà, 3, 4, 5 ans d'expérience en Europe et qui ont besoin d'aller voilà, apporter cette expertise sur le continent. Voilà, je les accompagne aussi à leur permettre, parce que pour la plupart, ils sont souvent restés déconnectés de la réalité africaine, du marché de l'emploi en Afrique. Donc, c'est de leur donner des tips qui vont leur permettre de se reconnecter rapidement. Et c'est pour cela que je pense que les salons, la plupart des salons qui ont lieu maintenant en Afrique offrent cette plateforme, cet environnement de reconnexion, d'avoir des données, des insights terrain qui peuvent leur permettre de mieux apprécier le marché, surtout pour ceux qui ne sont pas rentrés se reconnecter depuis un bon moment déjà. Je vais revenir aussi sur cet aspect, mais avant, quels sont les problèmes que vous constatez en fait dans le cadre de cet accompagnement? Est-ce qu'il y a des problématiques vraiment qui ressortent au niveau peut-être de la recherche d'emploi, difficultés peut-être d'employabilité, toutes ces choses-là? Là, on parle de quelle cible? On parle des jeunes. Qui cherchent le travail? Qui cherchent du travail. Alors, je dirais sur une approche en 3 volets. Le premier, c'est le manque d'information. Mon constat, c'est qu'ils ne connaissent pas leur environnement. Ils ne connaissent pas quels sont les secteurs d'activité qui peuvent avoir besoin de la compétence qu'ils développent. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est vraiment un problème de compétences. Il arrive que par rapport aux besoins du marché de l'emploi, le gap en termes de développement de compétences ou de background qu'il faut avoir pour pouvoir être opérationnel rapidement après leur formation, il est vraiment très grand. C'est pour cela qu'ils sont obligés de passer souvent par des stages, par d'autres expériences pour pouvoir arriver vraiment à avoir une expérience soutenue qui leur permettront d'être compris par le marché de l'emploi. Principalement, c'est les 2 axes. Et l'autre chose aussi, c'est le manque d'un environnement. Ici, moi, je conseille souvent aux jeunes de faire recours à une compétence qui s'appelle le mentoring, qui va leur permettre ici, dans des domaines où ils n'ont pas l'expérience, de pouvoir capitaliser sur l'expérience de quelqu'un d'autre et d'en faire un case study sur lequel ils pourront s'appuyer lorsqu'ils vont, ils vont être confrontés à une réalité pareille dans le cadre de leur parcours, de leur expérience. Ça leur permettra de pouvoir s'inspirer de l'expérience de ce mentor-là pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc ça, c'est pour moi trois situations que je constate dans l'accompagnement. Le manque de compétences, premièrement, le manque d'information, parce que c'est l'information qui est le nerf de la guerre. Si j'ai une information qu'une entreprise X recrute demain, à 12 heures, si j'ai l'information à 13 heures, voilà, même si j'avais envie de candidater, c'est trop tard. C'est trop tard, je ne peux plus. Et vraiment, cet accompagnement-là qui leur permet de mûrir leur projet et de pouvoir se démarquer sur le marché de l'emploi. Effectivement, on a déjà évoqué la question du mentorat dans cette émission. Et donc, mon invité partageait donc votre point de vue sur l'importance et le bienfait du mentorat dans sa carrière. Néanmoins, ça m'emmène à vous poser une question qui me préoccupe et qui part d'un constat. On se rend compte aujourd'hui qu'au sein de la diaspora, enfin, je ne dirais pas au sein de la diaspora, mais sur le marché de l'emploi plutôt, les profils les plus valorisés, approchés, sont des profils issus de grandes écoles. Dans ce contexte-là, quelle est l'importance, la valeur du mentorat? Et c'est ma première question et je rebondirai sur une question après. Alors, c'est une problématique qui revient, c'est-à-dire, et je pense que c'est très
c'est très mis en place ou développé par aussi des entreprises qui vont privilégier les profils issus d'une école X ou d'une école Y. Mais il arrive qu'il y ait des entreprises qui décident de recruter en faisant des tests. Donc, au recrutement qui est basé sur le test, on vient, on fait les tests. Celui qui a la meilleure performance, il a la possibilité d'entrer. Mais est-ce que ces tests sont fiables? On peut rater un test, mais pour autant ne pas être mauvais. On peut rater un test, mais au moins, pour moi, c'est un outil pour pouvoir mettre tout le monde au même pied d'égalité. D'accord. Qu'on ait fait une grande école, qu'on ait fait une école bas de gamme, si je peux me permettre l'expression, devant un test, ça juge la capacité de la personne à être en mesure de délivrer un certain résultat. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui mettent des process comme ça en place, qui vont permettre de pouvoir se départager des candidats, et on se rend compte qu'il y a des candidats issus des écoles dites bas de gamme ou bien moins cotés que d'autres qui se démarquent, ce qui pose aussi une question centrale qui est le développement de compétences personnelles. Au-delà de, c'est pas le diplôme qui fait la formation, qui fait la personnalité d'une personne. C'est la personne elle-même, de par son environnement, les soft skills qu'il a eu à développer dans le cadre de son parcours, de sa formation, qui feront in fine la personne qu'il est appelé à devenir ou à être. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur tout ce qui est soft skills, tout ce qui est développement personnel, attitude, comportement. Voilà. On peut tous aller à un entretien. Moi, je vais aller tirer à 3 épingles parce que je joue la carte de ma vie. Celui qui est peut-être d'une grande école, parce qu'il n'a peut-être pas de pression, arrivera à l'entretien indigne. Mais sur l'attitude, sur le comportement, sur la façon de préparer l'entretien, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Et je crois que c'est là où il faut amener les jeunes à comprendre que c'est toi qui joues ta partition. L'ensemble des environnements par lesquels il est amené à passer, il est amené à s'exposer, à la fin qui feront la personne qu'il deviendra aux portes du marché de l'emploi. Mais on a quand même cette réalité aujourd'hui qui fait que, on l'a vu, hein, moi-même, pour avoir été RH dans le passé, c'est des choses qu'on a vues. Souvent, le diplôme, aujourd'hui on est quand même à une époque où bon, ça tend à évoluer, mais le diplôme reste quand même plus valorisé que la compétence. Pas dans toutes les entreprises, mais de manière générale. Il y a des environnements qui ont mis ces process en place, on ne peut pas leur en vouloir. Ils savent peut-être pourquoi ils le font. J'en ai moi-même dans certains forums de recrutement, eu des débats assez houleux avec des responsables RH sur cette possibilité de laisser l'accès à la formation à tout le monde, l'aspect à l'expérience professionnelle à tout le monde, ne pas juste aller chercher sur des marchés de niche. Ils avaient leur raison, mais je crois qu'il y a un plaidoyer qui continue d'être fait. Si on met en place des graduate programmes avec des critères bien précis, amener les gens à faire les tests, on peut amener à casser cela. Maintenant, ceux qui vont continuer à le pratiquer et qui y croient, c'est bien, mais moi je crois qu'ils passent à côté de très très bons profils parce qu'il y en a partout. C'est pas dans un environnement juste qu'on peut on peut les retrouver. D'accord. André, j'ai une autre question parce que donc on parle d'employabilité, etc. On parle de formation, de mentorat. Est-ce que longtemps, je dirais que les parcours longs ont été idem, valorisés, mis en avant. Aujourd'hui, cette tendance tend à évoluer, peut-être plus en Occident, en France. Comment valoriser, disons, les formations certifiantes, encourager cela sur le continent? Je pose cette question parce qu'on a l'habitude de voir des étudiants venir, donc quitter l'Afrique pour aller se former en Occident, mais sur des parcours, on va dire, longs. Comment valoriser du coup les filières courtes, certifiantes, etc. Je pense que le travail doit être fait à deux niveaux. Il y a des écoles déjà qui doivent pouvoir montrer l'importance des certifications. Et il y a le monde de l'entreprise qui doit pouvoir
pouvoir mettre cela en avant. Moi, dans mon parcours, il y a un autre volet, peut-être je l'ai pas mentionné, c'est ce qu'on appelle la VAE, l'éducation d'acquis de l'expérience. Oui. Moi, j'ai eu des gens que j'ai accompagnés dans le continent qui avaient un niveau probatoire, donc qui est l'équivalent d'un bac-1, oui. et qui ont intégré une licence en France. Une 3e année de licence, de par son expérience dans le domaine. Oui. Quand on a fait la validation des acquis de l'expérience, ça lui donnait un niveau licence. Ça veut dire que rien ne dépasse l'expérience, rien ne dépasse la capacité à faire, rien ne dépasse la capacité à délivrer un résultat. Donc, mais c'est aussi vrai dans un domaine que dans un autre. Moi, je prends un domaine dans lequel j'ai été formé, qui est l'informatique, les certifications. Quelqu'un qui est CCNA ou quelqu'un qui est CCNP, il a un niveau ingénieur dans tout ce qui est infrastructure système. Il n'y a rien à dire avec quelqu'un qui a fait un parcours Bac+5. Il n'y a rien à dire. Et sur le plan de métier, quand on dit que tu es certifié Cisco, CCNA ou tu es CCIE, ben, tu as un niveau d'expertise qui a un rang Bac+5. Parce que c'est vraiment de l'ingénierie. De la conception à l'implémentation, tu es capable, tu as cette capacité de pouvoir délivrer un résultat sur les équipements Cisco, pour ne citer que cela. Donc, le plaidoyer doit continuer à être fait, à la fois de la part des organismes qui font la promotion des différentes formations, mais aussi de la part des jeunes, des étudiants, qu'ils comprennent qu'à la fin de la journée, ce qui est important, c'est la compétence que tu vends sur le marché de l'emploi. Et elle ne s'acquiert pas seulement à l'école, sur des formations longues, elle peut aussi s'acquérir sur le plan, sur des certifications et autres. Aujourd'hui même, on va plus loin. Il y a ce qu'on appelle des MOOC qui permettent aujourd'hui aux jeunes, parallèlement à leur formation diplômante, les formations en ligne, d'être capables de se recycler sur des sujets qui n'étaient peut-être pas accessibles dans le passé. Et ça, aujourd'hui, je dis merci à cette démocratisation du savoir qui fait que on n'a plus d'excuses aujourd'hui. L'information, elle est disponible. Vraiment, c'est celui qui ne veut pas se former qui va rater la vitesse de croisière vers laquelle on est en train d'aller. Parce que voilà, les problématiques du monde ne vont pas attendre. Si tu as envie de les résoudre, il faut aller chercher la compétence dont tu as besoin et qui répondent à la problématique du marché de l'emploi que tu souhaites résoudre. André, mobilité vers le continent africain, un sujet d'actualité. On voit aujourd'hui cette tendance de plusieurs personnes, individus qui manifestent leur volonté, leur besoin d'aller œuvrer sur le continent. Vous encouragez les mobilités sur le continent ? Ben, à 100%, hein. À 100%, je pense que plus que jamais, l'Afrique aujourd'hui a besoin de tous ses enfants pour pouvoir la construire. Et quand je vois toute cette ressource humaine, le potentiel qu'elle est capable de délivrer, la valeur ajoutée qu'elle est capable d'apporter, je crois qu'on en a besoin. Et en tout cas, personnellement, dans la mesure du possible, chaque fois que je peux attraper sur un bon contrat, je n'hésite pas à faire la mise en relation parce que y a rien qui dépasse cette souveraineté, cette identité que les fils et filles de l'Afrique rentrent construire ce continent. Je suis convaincu de la qualité de la ressource humaine, des compétences les compétences poussées qui ont pu être développées, et ce serait vraiment bénéfique qu'on puisse les mettre au service du continent. C'est un sujet qui fait quand même débat, on entend beaucoup de choses, fuite des cerveaux, retour des cerveaux. On ne va pas développer puisque effectivement il y a beaucoup à dire. Merci beaucoup André. Merci. On arrive à la fin de notre échange, mais comme je le dis à tous nos invités, et en plus on clôture la saison 1, André, on a une tradition dans cette émission. Est-ce que vous la connaissez ? Je crois que j'ai ma petite idée. Vous la connaissez, les questions insolites ? Personne ne peut déroger à la règle des questions insolites. C'est parti. Alors, André, quels sont vos hobbies ? Alors, comme hobby, je joue au tennis. C'est le sport que j'aime beaucoup. Je pratique du tennis, du lawn tennis.
Et j'aime aussi écrire. Donc peut-être dans quelques mois, j'aurai l'opportunité de dévoiler mon premier livre. Donc je travaille dessus depuis un moment. Voilà, j'aime écrire et je joue au tennis. Vous portez avec fierté les couleurs de votre pays. Qu'est-ce qui vous rend fier d'être Camerounais? Alors, ce qui me rend fier d'être Camerounais, c'est que c'est un pays qui forme beaucoup. Vivre au Cameroun, c'est comme j'aime souvent le dire, toute une expérience professionnelle. Et ce que j'ai ressenti, c'est que quand on sort de là, on est vraiment préparé. La formation, la vie, la dureté de la vie fait que quand on y ressort, on est préparé à affronter tous les challenges et toutes les difficultés de la vie. Et je crois que c'est un bon mindset dont on a besoin pour pouvoir s'adapter, parce que à la fin, on est tous des citoyens du monde et on est chez nous partout sur Terre. André, quelle est votre plus grosse bêtise? Alors, je n'appellerais plus ça bêtise maintenant, mais je crois que c'était de laisser l'informatique pour vivre ma passion. Si je peux appeler ça bêtise maintenant, mais vraiment, c'était pas évident avant. Nous, on veut les bêtises. C'est pas la réponse qu'on veut. On cherche les bêtises. Les vraies. Je cherche. Qu'on cache. Je cherche. Mais si ça vient, peut-être On passe la question. On passe la question. André, quelle est la rencontre de vos rêves? De mes rêves ou... Une personne que vous souhaiterez rencontrer, vraiment la rencontre de vos rêves. La rencontre de mes rêves. J'aimerais rencontrer Aliko Dangote. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Je le suis beaucoup. Parce que je pense que pour développer l'Afrique, il faut des industries fortes. Et ce qu'il a fait jusqu'à présent, il a osé cette détermination qu'il a de vouloir mettre l'Afrique au plus haut sommet du monde. C'est un sentiment que je partage aussi. J'aimerais bien le rencontrer un jour pour échanger avec lui et apprendre davantage et pourquoi pas faire plus que lui. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup. André, un dernier mot à notre audience, à toutes les personnes qui nous regardent. Un dernier mot pour conclure cet échange. Comme mot de fin, je dirais, il faut croire en soi. Je pense que croire en soi, c'est la seule arme qui nous amène à accomplir tout ce qu'on veut faire dans la vie. Et je reviens à mon métier de base. Il n'y a rien de plus beau que d'être payé pour faire ce qu'on aime. Donc il faut faire quelque chose que vous aimez et quelque chose qui a de l'impact dans la vie des gens. Et je crois que si on arrive à couper les deux, on contribuera chacun avec sa petite force à rendre le monde meilleur. Faites quelque chose que vous aimez et qui contribue aussi à faire évoluer les autres. Merci beaucoup, André. Je vous propose donc que l'on passe à la découverte de la semaine avec un web designer et graphiste. C'est parti pour la découverte de la semaine avec Jordan. Alors, moi je suis Jordan, j'ai 23 ans et je poursuis des études en ingénierie informatique et en ce moment j'ai fait mon stage de fin d'études au Luxembourg en tant que consultant transformation digitale. Alors, ça vient de ma personne moi-même parce que j'aime avant tout apporter mon aide aux autres et comme je fais des études d'informatique, je me suis dit je peux utiliser mes compétences pour aider les porteurs de projets. Et donc c'est vraiment venu de là. Donc c'est à peu près il y a 4 ans que j'ai commencé à développer cette expertise autour du web design. Et donc depuis 4 ans, j'accompagne des entrepreneurs de divers secteurs. Donc on part des marques de vêtements comme Scott jusqu'à des maisons d'édition comme Anka Élévation. Alors, au niveau de mes activités, j'accompagne les clients dans la création de leur site internet. Donc, je comprends avec eux quel est leur projet, détermine quel est le besoin et qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en place sur le site internet. J'ai aussi des prestations graphiques, donc là qui vont consister à mettre en place le logo,
les flyers ou encore les cartes de visite. Alors c'est assez varié. J'ai accompagné des entreprises comme la marque de vêtements Scott ou encore des entrepreneurs qui débutent vraiment leur métier. Et vraiment aujourd'hui avec mon associé Rachel Loussika, on a décidé d'allier nos forces pour créer une agence de communication, l'agence Neir. Alors moi, ce qui m'a motivée à rejoindre Jordan, ou en tout cas à faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble, c'était vraiment son éthique de travail, sa rigueur, son sérieux, sa diligence, parce qu'on avait travaillé ensemble par le passé pour la création de mon propre site internet et j'avais vraiment aimé sa manière de fonctionner et par la suite on avait gardé contact et je voyais les différents projets sur lesquels il travaillait et vraiment l'excellence avec laquelle il faisait les choses et c'est vraiment ça qui m'a motivée à le rejoindre dans cette aventure. Au niveau des challenges, il faut vraiment s'organiser en fait. Là, comme on débute l'agence, c'est de la structurer administrativement et aussi de structurer en fait vraiment les différents services qu'on veut mettre en place et aussi notre stratégie. Alors en termes de services, on propose de l'accompagnement sur la stratégie de marketing, stratégie de communication ou encore personal branding. Et nous avons aussi une partie plus technique où on va proposer de créer le site internet et tous les différents supports de communication tels que le logo, flyer ou encore carte de visite. Et en plus de ça, nous avons aussi un club de formation qui s'appelle le Club Neir où on met à disposition de nos membres toutes les formations que nous créons et qui permet aussi aux membres d'être dans une communauté de personnes qui sont vraiment déterminées à réussir et donc ça permet d'accélérer leur réussite. Alors ça va être sur Instagram, @agence Neir, sur le site internet agenceneir.com et sur LinkedIn, agence Neir aussi. Merci à vous qui nous suivez. Merci également à toute mon équipe ainsi qu'à tous mes partenaires. À très vite.